donc ce soir, nous allons parler d'un sujet qui gagne en importance et qui est très très préoccupant, le transgenrisme chez les mineurs. Et donc l'intitulé de la conférence, c'est « L'enfant transgenre, comment expliquer cette grave dérive en pleine expansion ?» Alors pour en parler, nous sommes heureux d'accueillir donc deux psychiatres reconnus, le docteur Christian Flavigny à ma droite et Jean-Pierre Lebrun à ma gauche. Alors avant de vous donner la parole, j'aimerais d'abord évoquer quelques chiffres qui témoignent d'abord de cette expansion. Donc pour parler d'une expansion, il faut qu'elle existe. Donc avant de mentionner les causes, j'aimerais d'abord que vous puissiez figurer son ordre de grandeur. Alors ces chiffres, je les tire essentiellement d'un autre livre écrit par les pédopsychiatres français Ella Chief et Masson. Et le livre s'appelle « La fabrique de l'enfant transgenre, comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire ». Alors, selon les pays, sur une période de 10 à 15 ans, le diagnostic de dysphorie de genre, qui traduit un sentiment d'inadéquation entre le sexe de naissance et le ressenti, a augmenté de 1000 à 4000%, ce qui représente un facteur de multiplication des cas de 10 à 40. Pour la France, on est passé d'environ 10 demandes par an, il y a 10 ans, à 10 demandes par mois en 2020. Et aux États-Unis, la première clinique pour jeunes transgenres a ouvert à Boston en 2007. Et entre 2007 et 2017, 40 autres cliniques dédiées aux enfants et adolescents ont vu le jour et ça continue encore. J'ai également un autre chiffre que j'ai trouvé. Pour la Suède, on parle de 12 personnes seulement de moins de 25 ans en 2021. Et aujourd'hui, en 2018, il y a 4 ans, on est à 1859, donc tentative donc, de transition, volonté de transition d'un sexe à l'autre. Alors, Christian Flavigny, je me tourne d'abord vers vous. Donc, vous êtes docteur français, pédopsychiatre et psychanalyste. Vous avez dirigé pendant longtemps le département de psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More depuis 2016. Oui, avant, ok, depuis plusieurs années, excusez-moi. Alors, voilà. Donc vous êtes fort investi à l'Institut depuis de nombreuses années. Et vous contribuez donc aux travaux du pôle Famille et Société. Alors vous êtes l'auteur d'un livre, je vais montrer votre livre, d'un livre qui est sorti en 2021 et qui s'intitule « Aider les enfants transgenres contre l'américanisation des soins ». Voilà. Alors des exemplaires des deux livres, des deux orateurs seront disponibles lors du cocktail si vous souhaitez en acquérir un. Alors vous m'aviez dit, quand on s'est eu au téléphone, vous m'aviez dit que vous vouliez commencer dans un premier temps par définir ce que signifiait pour vous, ce que recouvrait le terme la dysphorie de genre. Je vous laisse la parole. Oui, parce que je crois qu'il faut d'abord que nous sachions de quoi nous parlons. D'abord, est-ce un phénomène nouveau? Il y a une vague qui submerge actuellement. Est-ce une nouveauté? Mais pas du tout. C'est un sujet qui est bien connu, notamment des cliniciens de langue française, depuis longtemps, cette problématique de personnes qui disent ne pas se sentir dans leur corps sexué et se sentir être de l'autre sexe. La seule chose, c'est que cela s'appelait, en langue française, j'insiste, le transsexualisme. Il y a eu de nombreuses réflexions sur ce thème. Je peux notamment citer une contribution majeure qui a été un colloque dans les années 90 organisé par l'Association freudienne internationale. Je pense que Jean-Pierre Lebrun en a sûrement le souvenir, avec des contributions sur tous les thèmes cliniques, juridiques, toutes ces questions qui se posent, la question de l'état civil des personnes qui veulent changer de sexe, la question des traitements, de l'ouverture aux traitements médico-chirurgicaux, etc. Tout cela a été complètement balisé, réfléchi. Mais aujourd'hui, cela revient sous une nouvelle appellation, transgenre. Et la question, et nous aurons sûrement à y réfléchir durant cette soirée, c'est que cela revient par la conception américaine
du sujet, dont nous allons voir que c'est une non-conception, mais ça, je vais le détailler. Une non-conception parce que la conception américaine revient, comme la question c'est quand même d'expliquer qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là. Et la conception américaine, c'est de dire la nature s'est trompée. Comme explication scientifique, c'est un petit peu court, mais cela valide l'idée qu'il faudrait que les personnes en question seraient fondées à demander à la société de réparer cette erreur de la nature, et cela embarque dans toute la démarche hormono-chirurgicale qui a été énormément développée dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, pays nordiques, etc., depuis maintenant de fort nombreuses années, sur la base de cette non-compréhension dont je vais montrer qu'elle contraste avec la compréhension proposée par la culture française. Alors, pour comprendre ce qui se passe, je pense qu'il faut repartir de ce qui est essentiel dans nos vies d'êtres humains, dans la vie affective de nous, êtres humains. Qu'est-ce qui est essentiel ? Eh bien, c'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour ? Finalement, ça mérite d'y réfléchir sur le plan psychologique. Qu'est-ce qui fait que, parmi toutes les femmes, cette femme est celle que j'aime ? Parmi tous les hommes, cet homme est celui que j'aime ? Il y a là une élection, beaucoup plus passionnante que les élections que nous venons de vivre en France, mais je passe là-dessus. Qu'est-ce qui fait cette élection ? Cette élection, c'est que je retrouve en l'autre quelque chose de moi-même. Je retrouve en l'autre celui ou celle que j'aurais peut-être été, que j'aurais été si j'étais né de l'autre sexe. C'est cela, c'est cette retrouvaille d'une facette de moi qui a été très présente durant l'enfance, qui s'est tue, qui s'est mise en veilleuse, nécessairement. Parce que l'enfant est très taquiné de la question de pourquoi il y a des garçons et pourquoi il y a des filles. Et forcément, à un certain moment, il se pose la question, et si j'étais né de l'autre sexe, si j'étais un garçon, voilà. C'est la naissance de la vie imaginaire. Donc c'est fondamental dans le développement psychologique de l'enfant. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Eh bien, dans une majorité des cas, cette hypothèse est présente, mais va s'atténuer au profit, je dirais, de s'établir dans la relation avec son propre sexe, c'est-à-dire le sexe corporel. Qu'est-ce qui fait cela ? Qu'est-ce qui fait que l'enfant va mettre en veilleuse cette hypothèse d'être de l'autre sexe ? C'est qu'il va s'ancrer, il va s'établir dans la relation avec le parent de même sexe, la relation d'identification. La relation d'identification, ça fait partie de la relation de l'amour filial. Et là encore, on retrouve le fait que l'amour, c'est se retrouver en l'autre. L'amour filial, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est se retrouver, on se retrouve en son enfant. C'est cela qui alimente l'amour filial. Et de même, de l'enfant aux parents de même sexe, qui va donc à ce moment-là s'établir et qui va donc privilégier ce double de lui-même, du même sexe, donc s'établir à ce moment-là dans son destin, masculin pour le garçon et féminin pour la fille. C'est un processus complexe, mais c'est cela qui, je dirais, fonde ce que l'on appelle, d'une façon beaucoup trop rapide aujourd'hui, l'identité sexuée. L'identité sexuée, c'est un processus, c'est une genèse, et c'est un processus qui met en jeu à la fois la perception par l'enfant de sa réalité corporelle et la façon dont il se sent investi comme le fils et la fille de ses parents. Voilà.
Alors ce double de soi de l'autre sexe, donc, il se met en veilleuse, et c'est ce qui donc, plus tard, animera le lien d'amour, c'est-à-dire retrouver celle ou celui que j'avais construit dans ma vie imaginaire. C'est elle, c'est lui qui l'incarne. J'utilise ce mot à dessein parce que je sais qu'il y a toute une réflexion, notamment celle du sociologue Mathieu Bocoté, qui parle d'une crise de l'incarnation à propos des transgenres. Et je voudrais juste un petit peu compléter son propos. Mais j'en viens justement à qu'est-ce qui se passe et qui fait que pour certains, pour certaines, ce processus que j'ai décrit, qui, je dirais, dans beaucoup de cas quand même, permet de suffisamment s'établir comme une espèce d'évidence, je suis un garçon, je suis une fille, pourquoi ce processus se trouve parfois en difficulté, voire même aboutir à la conviction du contraire. Je suis mal dans mon corps de garçon, je me sens fille, ou l'inverse. C'est que l'enfant a ressenti, valorisé le fait de soi-même, de l'autre sexe. Il a eu l'impression, pour des raisons diverses, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qu'il serait peut-être mieux aimé, mieux compris, mieux dans sa place. Et à ce moment-là, il s'ancre dans cette conviction qu'il serait mieux de passer de l'autre bord, de l'autre sexe. Alors je termine, attendez. Donc à ce moment-là, et l'enfant dit à ce moment-là, le vrai moi. Et c'est ça le discours que tiennent actuellement les personnes dites transgenres. Alors dites transgenre, je vais être rapide, mais le terme de transgenre revient donc sur cette conception à partir de la culture américaine qui a développé la théorie du genre, mais ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler, on ne va pas prendre ça maintenant tout de suite, mais avec cette réduction théorique qui est de dire c'est la nature. Et c'est ça qui fait ce phénomène où les militants réclament comme de droit le fait de pouvoir, je dirais, changer de sexe avec, je dirais, cette militance qui aboutit au fait de réclamer que cela concerne y compris les enfants et les adolescents. Et c'est sur ce sujet plus particulièrement que nous prenons position pour dire que les enfants et les adolescents ne peuvent pas, parce qu'ils sont encore en pleine construction justement de tout ce que je viens de décrire, ils ne peuvent pas définir, je dirais, en toute effectivité, je dirais, la question de leur identité sexuelle, puisqu'elle est en construction, elle est en édification. Alors, je dis juste pour conclure que nous savons, nous, pédopsychiatres, psychanalystes, nous savons très bien qu'il s'agit là, de leur part, d'un grand désarroi. Nous le prenons très au sérieux, mais nous n'en récusons pas moins le fait de cette forme de facilité qui est de dire, écoute, oui, tu le sens comme ça, va t'embarquer de l'autre côté, parce que ça, c'est un leurre, c'est une démarche parfaitement factice, bon, et pour laquelle les enfants et les adolescents n'ont absolument pas la maturité pour pouvoir décider. Voilà. Et ben voilà. Oui. Donc si j'ai bien, pour résumer en quelques mots votre propos donc, de votre livre, donc si j'ai bien compris, donc, le malaise lié à l'appartenance sexuelle serait lié à une mauvaise connexion, et je vous cite, des identifications croisées, ce que vous venez de dire, donc du parent à l'enfant, donc la transmission, et de l'enfant au parent, donc la référence. Donc, c'est qu'il y a une mauvaise connexion qui s'est faite, et il faut rétablir cette connexion-là. Et donc, d'où là, ce que vous dites, c'est que donc, durant tout votre livre, vous faites la distinction de culture entre les États-Unis et la France, et que la France et l'Europe essayent de dénouer le malaise sexuel grâce à un suivi psychologique, alors que les États-Unis ont recours très très vite à l'hormonal et au chirurgical, et donc à l'adaptation du corps. C'est ce que vous venez de dire. Oui, donc, voilà. Donc, l'approche et la culture française et européenne sont plus pertinentes. Alors Jean-Pierre Lebrun, je me tourne à présent vers vous. Vous êtes psychiatre et psychanalyste belge, ancien président et actuel vice-président de l'association lacanienne internationale et ancien président de l'association freudienne de Belgique. Alors vous avez écrit de nombreux livres, dont le récent La dysphorie de genre, je vais vous le montrer. La dysphorie de genre avec Charles Mellman
à quoi se tenir pour ne pas glisser. Et donc, les deux psychiatres poursuivent un dialogue qu'ils ont commencé il y a 20 ans, dans L'homme sans gravité. Et donc, c'est très intéressant, c'est sous forme d'échange, ce qui rend la lecture encore plus interactive. Alors, dans votre livre, on constate que vous évoquez à plusieurs reprises en fait, un film qui se présente sous un film, mais c'est en réalité un documentaire assez prosélyte qui s'appelle Petite fille et qui était passé sur Arte. Et il s'avère que ce film a été repris et donc est, le premier livre que j'ai mentionné de Elachiev et Masson commence leurs 30 premières pages sur ce livre-là, donc il était assez emblématique. Et ces deux pédopsychiatres disent même que c'est un étendard de la cause trans. Et alors, un moment dans le film, il y a la pédopsychiatre donc, qui s'adresse à la mère. Donc, le film parle de Sacha, qui est un garçon et qui veut devenir une fille. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Petite fille. Et donc, il montre l'histoire de cette transition. Et la pédopsychiatre s'adresse à la mère donc, de Sacha. Et on voit déjà qu'elle a commencé sa transformation. On voit une fille face à nous. Et elle dit « Ce n'est pas un souhait des parents. On sait que ça n'a pas d'incidence. » Elle le dit de manière assez assertive. Donc ce serait en fait un souhait de l'enfant. Et pourtant, à plusieurs reprises, donc dans votre livre, vous le dites vous-même, et Charles Mennman, vous dites qu'il n'y a pas de désir inné chez l'enfant, et que l'enfant doit faire un travail psychique pour s'autonomiser. Et ça rejoint ce que dit M. Flavini, avec ces connexions dans les identifications, entre le référent, la transmission et la référence. Donc il y a un travail psychique que doit faire l'enfant. Il me semble qu'il y a un lien à faire entre vous deux. Si vous pouviez nous expliquer cet aspect. Oui, merci de m'avoir invité aussi. Mais je ne vais aller que dans le même sens que Christian Flavini dit là. Simplement, je vais le prendre par un autre bout, parce que l'intérêt, c'est d'apporter des nuances différentes. Hein. Je sais que ça n'est plus très à la mode, les nuances, mais enfin, ça peut encore s'utiliser quand même. Bon. Alors, les nuances, pour moi, c'est de... Vous parlez tout à l'heure, on peut se tutoyer, je crois. On ne se connaît pas encore beaucoup, mais ça ne va pas durer. Bon, on ne va pas traîner. Alors, je trouve que comment dire ça, le congrès là, sur les psychoses, c'était à une époque où, au fond, ça a toujours existé, on est bien d'accord, mais jusque dans les années 70, et encore avant, c'était considéré comme délirant. C'était une psychose, autrement dit. C'était une folie, quoi. Une folie au sens médical du terme. Hein. Et puis, il est arrivé dans les années 70 que la médecine est venue faire offre. Bon, c'est pas rien. Hein. J'ai, moi, écrit un texte à l'époque qui s'appelait « L'enfance transsexuelle, enfant modèle de la science, du discours de la science ». Parce que c'était quelque chose qui était rendu possible. Et on a d'ailleurs vu à partir de là une série de gens qui n'étaient pas d'office des psychotiques, mais simplement qui avaient cette conviction et qui ont eu l'impression, la possibilité qui leur était offerte, que si ils pouvaient acter cela dans la réalité, ils iraient mieux, ils iraient bien. Ce qui d'ailleurs parfois est arrivé, j'en sais rien. Mais vous voyez, ça change comment on entend les choses. Qu'est-ce qui vient de se passer récemment? Ça veut dire 5-10 ans, 5-10 ans, pas plus, c'est que le transsexuel n'est plus l'enfant modèle de la science, il est l'enfant modèle de la société des individus. Parce que nous avons changé quelque chose d'éminemment crucial dans les 30-40 dernières années. Nous sommes passés d'une société qui était d'abord constructrice de l'individuation de chacun, c'est-à-dire qu'elle donnait une place à chacun, etc. Autrement dit, le nous précédait le je, et puis voilà que tout à coup, on a renversé la donne, et c'est le je qui est en train de faire le nous. Mais attention, le je qui fait le nous, il revendique de la société que son je spécifique soit pris en compte. Et du coup, il se tourne, il renverse la donne parce que, mine de rien, il est en train de devenir le nous du nous, ou le sur-nous du nous. Ce qui, évidemment, change tout à fait la donne. Et c'est actuellement, je trouve, quelque chose qui se passe et dans lequel, alors, imaginez, c'est très simple, c'est pas compliqué, l'adolescent, qui, dans tout ce que tu as amené là tout à l'heure, est tout à fait pertinent, évidemment, mais il est aussi simple d'appréhender qu'un adolescent, ça doit ruer dans les brancards.
Ça fait partie du travail d'un adolescent de venir ébranler les structures dans lesquelles il s'est trouvé et de montrer que quand même il a quelque chose à dire d'autre d'intéressant. Et puis il va faire cette crise, et puis après la crise, il va trouver une voie entre l'acceptation de ce qui a été lui et sa différenciation qu'il a bien fait, ce qui veut dire que si papa était pharmacien, lui, il ne sera peut-être pas pharmacien. Hein, bon, il fera autre chose. Bon. C'est son trajet d'adolescent. Mais voilà que tout à coup, l'adolescent trouve écrit sur les murs, et c'est le cas de le dire, puisqu'il y a eu même l'État qui est venu en France mettre des photos à cet égard-là, écrit sur les murs de la ville ou du métro qu'il a le droit de revendiquer d'être d'un autre sexe si c'est ça qui lui vient comme, entre guillemets, conviction intime. Puisque la conviction intime va faire sa réalité. Alors, ça change complètement la donne, parce que du coup, quelque chose qui est vécu comme une sorte de moment conflictuel qu'il doit traverser devient un moment conflictuel, mais où les forces changent. Parce que là où il devrait rencontrer une famille, des parents qui tiennent le coup devant... il rencontre des familles, des parents qui sont mis à mal parce qu'ils sont eux-mêmes délégitimés par le discours social. Qui leur dit, mais vous devez tenir compte de ce que dit votre fiston ou votre fistonne. Bon, enfin, c'est caricaturé ce que je dis, mais vous voyez, et ça c'est très très intéressant et très complexe. Et je vous signale que hier, à mon avis, vient de se passer encore un élément qui est un pas supplémentaire, puisqu'en Belgique, le Premier ministre a valorisé les 143, c'est ça, ou 133 nouvelles modalités pour tenir en compte du LGBTQ. Ça veut dire que c'est le discours politique, maintenant, qui se fait sous la pression de certains lobbies, qui devient lui-même non plus en train d'orienter ce que doit être une société, mais de se soumettre entièrement aux revendications et aux exigences du sociétal, parce que ce n'est pas vous qui l'a rencontré, c'est 50 autres membres du lobby, et donc on change comme ça en fonction de ce qu'on veut. On essaye de plus en plus, avec des idées soi-disant très ouvertes, tolérance. Si vous allez, quelqu'un là me parlait tout à l'heure de ce que dans la famille on en parlait, leurs enfants en parlaient. Eh bien, les enfants, ils sont ravis de pouvoir vous dire, nous, au moins, on est tolérants. Vous, vous êtes intolérants. Vous avez été intolérants aux homosexuels, vous avez été intolérants à ceci. Nous, au moins, on est tolérants. Et ils ont, d'une certaine manière, c'est pas inintéressant comme position. Sauf qu'il faut quand même leur demander, mais tu vas être tolérant jusqu'où? Parce que moi, je suis tolérant. Bon, donc si l'autre veut ta mort, tu vas être toléré. Alors, vous voyez, la tolérance, c'est un grand mythe. Parce que la tolérance ne peut se fonder que sur un moment où vous êtes intolérant. C'est d'ailleurs ce que la démocratie n'arrive plus à faire, ce qui fait que du coup, elle devient tolérante à tout et elle se fait dévorer de l'intérieur. Bon, ce qui est un problème assez complexe quand même, tout à fait. Donc, on est là, je le prends par ce biais-là, moi, une sorte de situation carrefour à la limite du sociétal, du social, et de l'individuel qui a toujours un trajet à parcourir pour arriver à trouver sa voie. Eh bien ça change véritablement la donne aujourd'hui. C'est ça qui est en jeu et qui, je crois, donne tout à coup une étoffe inattendue, une valorisation inattendue à ce qui est au fond une dynamique assez normale de l'enfant qui doit trouver sa voie dans sa sexuation telle que, avec ce à quoi il est fait, et en acceptant d'ailleurs que ce qu'il est parfois plus autre que ce qui n'est là, mais tout ça, ça fait partie de la donne. Il va trouver sa voie là-dedans. Mais voilà, tout à coup, il y a un discours qui vient soutenir sa possibilité radicale. Et ça va changer la donne. Parce que du coup, on se demande, mais ça va aller jusqu'où, là? Comment est-ce qu'on va faire pour... Bon. Et d'autant plus, alors, je trouve que c'est un nouveau seuil qui est franchi quand le discours politique lui-même vient dire, désormais, voilà, c'est comme ça. Sinon, les choses sont assez claires. Il n'y a pas de complications, ça, parce que les jeunes adolescents qui ont ce type de demande, je vous signale que depuis 2017, vous m'aviez donné la brochure, je ne la connaissais pas. Depuis 2017, il a été prévu une brochure publiée en Belgique par le ministère de la Justice de 45 pages qui vous donne le vrai vade-mecum pour changer votre identité de sexe. Bon. C'est assez extraordinaire. Et ça commence par une phrase du style « La conviction intime, c'est fondamental ». Oui, mais attendez, la conviction intime, c'est quoi?
La conviction intime, heureusement que vous en avez une, bien sûr, mais la conviction intime, ça peut n'être rien d'autre que le moment de toute puissance infantile auquel on ne touche pas et qu'on laisse se développer. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette toute puissance infantile? C'est tout simple. Tout enfant, et heureusement s'il vous plaît, a été la merveille du monde, on l'espère, ce n'est pas toujours le cas malheureusement, la merveille du monde de ses parents. Et c'est très bien. Sauf qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Bon, parce que sinon, ça pose des problèmes. Parce qu'évidemment, il va trouver une assise terrible qui va tout à fait légitimer sa conviction intime, quelle qu'elle soit d'ailleurs, si on le sait ça. Comment est-ce que ça se rétribuait dans le modèle de la vie ancienne? Comment est-ce que ça s'organisait cette affaire? C'était assez simple. Je caricature, évidemment. Mais la mère avait en général plutôt la polarité de l'amour sans condition. Elle aimait son enfant sans condition. Mais le père, lui, disait, non, moi aussi je t'aime, mais sous condition. Sous condition que tu grandisses. Sous condition que tu deviennes, toi, progressivement un adulte, par exemple, que tu renonces à voir tout de suite, exemple. Que tu acceptes qu'il y ait des places différentes. Que tu acceptes qu'il y ait une autorité de temps en temps, même si tu peux la contester, mais elle existe quand même. Enfin, je ne veux pas t'entrer tous les détails. Mais voilà, c'était un modèle comme ça. Voilà qu'avec des choses extrêmement puissantes qui, en 40 ans, ont complètement changé le monde, je vous signale que maintenant que les femmes sont devenues des hommes comme les autres, ça change la donne, c'est-à-dire que déjà, il y a plusieurs. Que deuxièmement, depuis une quarantaine d'années, est arrivé quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité, à savoir qu'on peut avoir un enfant sans en passer par une relation sexuelle, ce qui n'est pas rien. Je ne suis pas en train de me lamenter sur tout ça. Je suis en train simplement de dire, tout ça, c'est des ébranlements extrêmement puissants que nous n'avons comme pas la capacité de vraiment métaboliser tout ce que ça veut dire. On va continuer dans ce sens-là. Eh bien, tout ça, pour moi, je l'interprète aujourd'hui comme donnant des effets de ce que donc l'intervention du père, du type qui mettait amour sous condition, c'est-à-dire qui introduisait quelque chose de négatif, pas que du positif. Je ne suis pas que en train de t'aimer. Oui, je t'aime, mais il y a des conditions. Tout ce qui introduisait la négativité hier se trouve petit à petit aujourd'hui éliminé. Et on se retrouve avec une sorte d'idéal nouveau qui est que pour aimer son enfant, il faut l'aimer tout le temps, toujours et à tout prix. Bon, attendez, mais du coup, lui, il a plus de boulot, il n'a plus de travail, il peut rester dans sa toute-puissance infantile comme ça. Eh bien, je crois qu'il va falloir... C'est un livre qui va sortir là en octobre, que j'écris là-dessus, pour dire que nous sommes en train d'assister à l'émergence de conséquences de 40 ans, c'est-à-dire un travail déjà en profondeur, parce que nous sommes donc à la 3e génération, où on n'a plus mis fin à la toute-puissance de l'enfant. Et donc, du coup, nous voyons tout à coup aujourd'hui des enfants hier, adolescents aujourd'hui, émerger avec une toute-puissance liée à leurs convictions intimes que nous n'avons plus les moyens de limiter. Puisque ces gens-là, enfants, adolescents, ont trouvé du côté du discours social, même politique, de quoi légitimer leurs convictions intimes. Attendez, ça va nous promettre quoi? Mais ça va nous promettre une immense guerre civile entre gens qui se croient tout-puissants. C'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça nous promet. On ne saura plus comment régler ça. Là, je suis un peu caricatural et un petit peu pessimiste, vous allez me dire. C'est vrai, mais moi, je prétends toujours que le médecin n'est pas pessimiste quand il diagnostique un cancer. Il est pessimiste quand il dit c'est un cancer, tirez votre plan, je m'en occupe plus. Là c'est un scandaleux pessimiste. Mais s'il ne fait pas un bon diagnostic, c'est d'abord ça sa première tâche. C'est de faire un diagnostic cohérent et sérieux. Et bien, je crois qu'on doit analyser ce qui se passe dans la société pour le moment comme l'effet de ce que cette toute-puissance infantile depuis longtemps est mise à mal. Les parents sont de moins en moins légitimés à y mettre fin. Ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, ça induit des difficultés pour pouvoir tracer sa voie. Voilà un peu oui, ce que mais je dirais, oui, vous avez précédé mes prochaines questions. Merci beaucoup, c'est parfait. C'est un très bon exposé. Vous avez très bien expliqué votre pensée de manière générale, parce que je voulais vous parler de l'effacement de la négativité, etc. Mais justement, ce que vous disiez, donc cette mutation en cours, donc la société des individus, c'est une expression de Marcel Gauchet, précisément, donc qui fait place donc à l'autodétermination totale, donc l'effacement des limites, l'effacement des contraintes, l'effacement de la loi du père freudien, qui justement est la loi qui vient arrêter les désirs de l'enfant.
Et donc, ça fait allusion à ce que vous disiez avec la désincarnation de la société, comme dit Mathieu Bocoté. Il me semble que le grand danger dans cette désincarnation, c'est surtout que, c'est la théorie du genre, c'est s'extraire du donné, s'extraire du corps sexué, et dire en fait que tout est construit. Donc, vu que tout est construit, tout est possible. Et c'est ça le problème du genre. Je crois que récemment, j'ai lu un article qui inventoriait plus de 50 genres différents. Donc vous pouvez même devenir un oiseau si vous voulez. En fait, si tout est construit, s'il n'y a plus de données, et si on remet totalement en cause la binarité des sexes, à ce moment-là, oui, alors ça peut laisser place à un réel fantasmé, à un réel rêvé, et il me semble que c'est ça, en fait, cette espèce de toute-puissance qui ne sera arrêtée par plus rien, même pas ce qui semble incontournable et indépassable. Il me semble le corps sexué. Est-ce que j'ai un peu résumé ce que vous pensez plus ou moins de manière générale? Il y a une jolie phrase de Hannah Arendt qui dit « Quand tout est possible, en fait, plus rien n'est possible ». C'est tout simple. C'est comme ça. Notre capacité de parole qui nous caractérise, qui est un trait de notre humanité. Vous ne voyez pas les chiens qui font des réunions dans le coin, le truc d'à côté. Il n'y a que nous qui faisons des réunions comme ceci. Il faut être des humains pour ça. Et bien, cette capacité de parole, elle est organisée, elle est structurée autour du consentement à ne pas être tout à fait dans la jouissance totale. C'est ça qui commence. Et c'est ça qu'on transmet de génération en génération. Et il n'y a pas à y manquer. C'est comme ça. À partir du moment où on fait... Habituellement, c'était plutôt repris par le discours sociétal, ça. Mais aujourd'hui, ce discours sociétal se trouve entièrement au service de l'individu. Et donc, du coup, il a une certaine logique à laisser croire que l'individu, il va pouvoir régler tout comme il le veut. Mais nous allons buter sur un os, c'est pas possible. Ça ne va pas se réaliser comme ça. Il y a quelque chose qui va venir rendre ça impossible. Et il ne faut pas être très malin, d'ailleurs, à mon avis, pour se penser qu'on ne peut pas concevoir une société qui fonctionnerait uniquement en fonction de l'individu. Qu'on doive davantage prendre en compte l'individu, ça c'est autre chose. Qu'on doive davantage ne pas vouloir une seule tête, comme disait l'instituteur d'avant. Je ne veux voir qu'une seule tête, ça disait bien les choses d'ailleurs. Il voulait un rang bien droit, mais il voulait aussi que nous ayons tous la même tête. Alors, ça, c'est peut-être un petit peu justement quelque chose dont il est légitime qu'on commence à se départir un peu, mais avoir chacun sa tête, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même à avoir une tête commune à tous, un minimum de choses et que quand on fait référence au commun, ça vient limiter la revendication, la prétention, la conviction intime de l'individu. C'est pas... Donc on est en dialectique à travers cette affaire de sexe et de genre, oui, entre une réalité qui est la réalité sexuelle, c'est comme ça, la réalité sexuelle, et quelque chose qui est plus subtil. C'est là-dessus que l'être humain s'est toujours balancé entre les deux. Mais là, tout à coup, c'est comme s'il y a un des deux éléments qui disparaissait. Alors ça, c'est autre chose. Là, ça devient plus compliqué. Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être? Oui, on doit reprendre, à partir de tout cela, ce qu'est, à mon avis, l'effet de l'américanisation et de la façon dont nous nous laissons américaniser. Et moi, j'insiste beaucoup sur, c'est d'ailleurs le sous-titre de mon livre, Contre l'américanisation des soins aux enfants. J'insiste sur le fait que seule la culture française est en mesure de répondre à cette question, à la question qui est posée parce qu'elle a une culture psychologique. Elle a une culture psychologique aboutie que n'a pas la culture américaine. C'est, je dirais, le caractère rudimentaire de la culture américaine qui a fait adopter cette théorie du genre, qui est une théorie qui est extrêmement superficielle, puisqu'elle clive, en quelque sorte, et elle schématise la question sexuée en, d'une part, d'un côté le corps, et d'autre part, ce qui est donc appelé, à partir d'une terminologie américaine de gender, qui est d'ailleurs très mal traduite par genre, je vais juste en dire un petit mot, mais qui, je dirais, fait que c'est le regard, le regard social et le vécu personnel qui suffirait à définir je dirais le sexe, et le mot sexe, d'une certaine manière, disparaît. On peut voir dans cette terminologie américaine que j'ai étudiée dans un livre précédent qui s'appelle La querelle du genre, qui est paru au PUF, c'était antérieur, c'était paru en 2012,
il y a là un effet propre, je dirais, à la langue américaine. Bon, d'ailleurs, au départ, c'est parti d'un livre d'un pédopsychiatre américain qui s'appelle Robert Stoller, qui a écrit un livre, Sex and Gender, et ça a fait fortune parce que les militants homosexuels se sont saisis de cela pour dire, mais vous voyez, je dirais, c'est quelque chose qui est comme ça, qui est dans notre nature, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à chercher, mais c'est quelque chose qui est né dans la culture américaine, qui est une culture violente, une culture discriminante. La discrimination est propre à la culture américaine et d'une manière générale aux cultures anglo-saxonnes, je dirais, par l'effet de ce puritanisme qui est quand même quelque chose de très normatif. Alors je le dis parce que ça, c'est le contraste qu'il faut souligner par rapport à la culture française. On parlait de la tolérance tout à l'heure, mais il faut voir le contraste de tolérance entre, je dirais, la culture anglo-saxonne qui emprisonne Oscar Wilde pour homosexualité à une époque où Robert de Montesquieu règne sur Paris, tout le monde connaissant sa vie sexuelle. Bon, le contraste est absolu. Pourquoi ? La tolérance, elle est liée là à une compréhension et aussi à tout un effet de culture, mais à quelque chose de très rigide sur le plan des mœurs dans la culture américaine qui est liée au protestantisme, enfin à l'héritage protestant de la culture américaine, bon, et de la culture anglo-saxonne d'une manière générale. J'insiste sur ce point parce que, d'une manière très déroutante, nous nous sommes laissés envahir par cette idéologie du genre qui n'a absolument aucun fondement. Bon, parce qu'effectivement, tel que je l'ai expliqué en termes aussi simples que possible, on comprend très bien qu'il y a une construction de l'identité sexuée, que c'est une construction psychologique complexe, bien sûr, mais qu'il y a une construction, voilà, qui est un processus qui se passe durant toute l'enfance, qui se teste beaucoup durant toute l'adolescence, qui s'établit dans la vie adulte en fonction, je dirais, de tout ce que nous avons décrit, des amours, etc., avec tout le bonheur et tout le tumulte des amours. Nous connaissons cela. Ça, c'est quelque chose qui est propre à la culture psychologique et d'une manière générale à la culture française. Et c'est là que moi je pense qu'il y a une démission de la culture française par rapport à qui s'est laissé envahir par cette idéologie du genre. C'est pour ça que moi je conteste et que je mets toujours entre guillemets, d'ailleurs c'est dans le titre de mon livre, ce mot de transgenre, je dis transgenre entre guillemets, ou les enfants dits transgenres, mais je pense que cela ne correspond absolument à rien de substantiel dans la compréhension. Alors, j'ajoute, si vous voulez, peut-être que c'est important d'entretenir la compréhension. C'est pour ça que j'ai souhaité commencer par cela, parce que c'est de la compréhension que naît la tolérance. C'est à partir de la compréhension qu'on n'est pas menacé à ce moment-là par l'autre dans sa différence. Alors que cette culture américaine, je dirais, avec tout un certain héritage, je dirais, se sentait menacée, et il y a eu des violences effectives faites contre les homosexuels, etc. Donc effectivement, il y avait peut-être une légitimité dans ce contexte à établir une contestation militante, mais elle n'est pas argumentée sur le plan d'une compréhension de ce qui se passe, notamment par rapport à la question transgenre. Alors, peut-être je donne là une indication qui est, je dirais, qui est une ouverture que je trouve intéressante sur différents plans. Une romancière qui s'appelle Brigitte Kernel a écrit un fort joli livre sur le fils d'Ernest Hemingway. Et Ernest Hemingway a eu notamment un fils qui s'appelait Grégory, qui a été marié, qui a eu 8 enfants, et qui a changé, alors on dit aux États-Unis de genre, moi je dis qu'il a changé de sexe, mais bon, il est devenu Gloria Hemingway. C'est très intéressant, et je cite ce livre. Il a notamment été hospitalisé un moment à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Il y a eu tout un parcours, je dirais, à ce moment-là, d'investigation, de tentative de compréhension. Je le cite parce que
une des choses qui est très sensible dans l'écriture de cette écrivaine, c'est qu'elle dit bien qu'il n'est pas possible de pouvoir affirmer être de l'autre sexe avant, dit-elle, au moins 25 ans. Alors là, je schématise évidemment, son livre est très enrichissant sur beaucoup de plans, mais c'est un point très important sur lequel, je dois dire, on peut dire que nous militons, hein, ça, on peut dire ça, parce qu'effectivement, ce qui nous apparaît comme un véritable scandale est donc dénoncé en effet par Céline Masson et Caroline Eliachev, dont vous avez parlé, c'est, donc tu l'as souligné, Jean-Pierre, à propos de l'adolescence, les adolescents se saisissent de cela d'une façon vertigineuse parce qu'il y a là quelque chose de tout près pour contester les parents, effectivement, qui est parfaitement légitimé par la société. Et ça fait une protection considérable. Et d'ailleurs, on les voit nous ressortir, lorsqu'on les voit en consultation, devant leurs parents, le discours convenu qui est en effet celui de l'autodétermination. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons dans le petit groupe que nous avons constitué sur ce sujet. Rapproche un peu dans cette espèce d'engouement de ce qui se passe, de ce que l'on sait bien, ce qui se passe pour les jeunes filles anorexiques. Bon, les jeunes filles anorexiques sont des jeunes filles qui ont du mal à s'approprier la féminité, on le sait, et d'une certaine manière, elles aussi, elles ont été dans cette recherche, je dirais, de masquer l'émergence de la féminité. D'ailleurs, le signe de l'anorexie, c'est la disparition des règles. Donc effectivement, il y a quelque chose où la vie psychique impose, je dirais, le refus de la sexuation qui s'exprime dans le corps à l'adolescence. Et il y a là quelque chose qui nous paraît un parallèle intéressant par rapport à ce qui se passe en ce moment, parce qu'on voit bien qu'effectivement, je dirais, il y a un tel brouillard adolescent, mais que l'on connaît très bien depuis longtemps, et un tel questionnement, un tel tumulte d'adolescents sur la question de être garçon, être fille, qu'effectivement, là, on voit bien que tout le discours sociétal que tu as très bien décrit, évidemment, les jeunes s'en saisissent, alors c'est surtout à l'adolescence, mais on le voit dès l'enfance, puisque le documentaire Petite fille, c'était en effet un enfant de 8 ans. Donc, bon, et effectivement, à ce moment-là, un discours dominant dit, mais il faut entendre l'enfant. Alors voilà, respecter l'enfant, est-ce prendre à la lettre ce que dit l'enfant? Mais bien sûr que non. Respecter l'enfant et l'adolescent, être à l'écoute, mais c'est, je dirais, recevoir bien sûr ce qu'il dit, mais le mettre en questionnement, le mettre en réflexion, et donc et mettre la balise, qui est la balise, je dirais, que nous, adultes, et bien sûr parents, je dirais, nous pouvons mettre. Tu signalais à propos du père, c'est-à-dire que le père, à ce moment-là, il est là pour dire, bon, écoute, d'accord, ma fille, mon garçon, mais alors je vais être un peu schématique, mais enfin, quelque chose du style, passe ton bac et puis on verra après. Enfin bon, je schématise là, mais quelque chose comme ça, quelque chose qui met un petit peu, qui disent, bon, ça c'est des questions dont tu pourras te saisir, mais ce n'est pas encore le moment pour toi. Voilà. Oui, merci beaucoup pour ces considérations théoriques. Moi, j'aimerais juste faire une dernière remarque, c'est que cette société des ressentis, précisément, en fait, vous disiez, genre, détruisent tout commun, et tout ce qui dit ressenti, en fait, dit individualité, et c'était un intellectuel qui disait que c'était Philippe Muret, un écrivain français, qui disait que quand vous retournez à une individualité, en fait, vous vous réanimalisez quelque part. Qu'est-ce que c'est la civilité? Qu'est-ce que c'est la société? C'est précisément avoir des référents communs, et qu'il est dangereux d'avoir une société où chaque individu est isolé et ne se reconnaît plus dans un tout. Et c'est ça, les civilisations, c'est qu'elles se reconnaissent quelque chose en commun. Imaginez si vous êtes serveur de café à la terrasse d'un café et que vous ne pouvez plus dire « bonjour monsieur » ou bonjour madame, parce que ça peut devenir une insulte, parce que si quelqu'un est non-binaire, on n'avait pas vu une vidéo, mais il y a un présentateur qui dit donc les 4 hommes autour de la table, et il y en a un qui a pourtant une barbe vraiment bien fournie, et qui est à demi-chauffe, donc qui est un homme, et qui dit, qui est un homme en tout cas physiquement, son anatomie est masculine, et il dit, mais monsieur, je ne suis pas un homme, mais pourtant le présentateur était bien intentionné, donc il n'a pas voulu lui faire du mal, et c'était impossible de savoir qu'il se considérait comme non-binaire, donc imaginez cette société qui n'a plus d'introduction dans la discussion, et donc elle va s'animaliser. Donc finalement, cette culture américaine pave finalement les conflits et la violence de demain, il nous semble. Je veux bien admettre, parce que c'est tout à fait pertinent ce que tu dis sur l'américanisation, je suis tout à fait d'accord, mais je ne suis pas sûr que la France soit
y échappe totalement. Parce que le modèle, en tout cas la Belgique, pour le moment, elle est tombée dans un modèle de néolibéralisme de plus en plus poussé, qui consiste finalement à laisser l'individu, à ne plus s'occuper que des intérêts individuels. La fameuse phrase de Margaret Thatcher qui décrit le néolibéralisme, c'est « la société n'existe pas, il n'y a que les individus ». Donc on est là dans l'accomplissement d'un modèle qui va quand même avoir, et qui a besoin, je ne sais pas ce que veut dire la nomination de votre première ministre technicienne en France par M. Macron. Comment ? C'est pour faire rêver les petites filles. Oui, bon. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'à tous les niveaux de la société, le néolibéralisme devient de plus en plus prégnant et induit quelque chose qui est non plus la formation de citoyens, mais la formation d'individus consommateurs. Et que ça, c'est l'idéal pour faire marcher, au sens propre du marché, faire marcher le marché. C'est ça qui est en jeu. Parce qu'il ne faut pas non plus se tromper. Aujourd'hui, malheureusement, nous le savons parce que nous en avons des échos, il y a des chirurgiens qui interviennent avant 18 ans. Il y a des médecins endocrinologues qui prescrivent des hormones avant 18 ans. Il y en a. Alors, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous, attention, c'est pas ça qu'on dit. Mais ne venons pas nier l'évidence, on en a des témoignages les uns après les autres de parents qui ont été voir. Parce que ce qui est fou, c'est que, avec ce que tu dis, Christian, c'est tout à fait pertinent de repérer que va déterminer, vous rappeliez la phrase de la psychiatre dans le film, tout à fait évident qu'en fonction de qui vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire « bon, on va réfléchir, patience, il y a moyen », ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire « mais j'ai la solution ». Non, je caricature là aussi les deux positions, mais ça détermine donc très fort la poursuite de la chose. Il y a plein de gens qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour essayer de s'identifier là-dedans, ils font confiance. Et ils font donc confiance aussi bien à quelqu'un qui vient dire ben on va réfléchir à tout ça, on va prendre le temps. Et venant maintenant en Belgique, on vient d'insister sur le fait qu'il ne fallait pas faire de thérapie de conversion. Alors c'est tout à fait juste pour l'homosexualité. Mais je vous signale que l'homosexualité et la question du transgenre, si je peux encore me permettre l'expression, c'est pas du tout la même chose. L'homosexuel, il n'a pas de conviction intime, hein. Simplement, pour être tout cru, si c'est un homme homosexuel, il ne bande que parce qu'il voit un autre homme, mais pas du tout pour une femme. C'est ça son problème. Et comme vous savez, depuis que Brassens l'a bien dit, la bandaison, ça ne se décide pas chez un homme. Hein. Donc c'est comme ça. Il faut faire avec ça. Bon. Eh bien ça, c'est quelque chose chez l'homosexuel, c'est comme ça. C'est un trait que l'on reconnaît. Alors, il y a en France aussi, Charles Trenet a été mis en prison pour homosexualité. Donc on a persécuté les homosexuels parce qu'ils n'étaient pas dans la norme. Là-dessus, on fait une avancée sociale que de reconnaître qu'il y a moyen chacun de vivre avec ça, peu importe. Par contre, c'est pas la même chose du tout. Donc la thérapie de conversion qui consiste à faire revenir l'homosexuel dans l'hétérosexualité, arrêtons les frais. Hein, bon, on est bien d'accord. Mais c'est pas la même chose pour le jeune, parce qu'aujourd'hui, comment vous allez distinguer quelqu'un qui demande à un enfant, on va travailler ensemble pour voir où tu vas, comment vous allez le distinguer de l'autre qui dit, on y va tout de suite, ou qu'on ne peut pas y aller du coup. Enfin, comment vous allez faire la distinction? Où sera la thérapie de conversion? Est-ce que travailler avec un jeune pour essayer qu'il trouve sa voie, est-ce que vous allez le considérer comme une thérapie de conversion? Oui, si vous êtes prosélyte du système. Non, si vous ne l'êtes pas. Donc tout ça, ça devient un fouillis invraisemblable. On mélange tout et ça va nous poser quelques difficultés. En tout cas, ça va poser pas mal de difficultés à des personnes. Oui. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. On va maintenant aborder des éléments un peu plus pragmatiques après ces considérations plus théoriques. Et quand on parle en fait de transgenrisme, il y a des questions qu'on n'aborde presque pas, dont on parle presque pas, parce qu'on dit toujours la transidentité, c'est aller vers quelque chose d'incroyable et le malaise va rapidement finalement être résolu grâce à cette décision de changement. Mais on n'aborde pas l'envers du décor. Dans une première chose, un premier envers du décor, c'est que l'enfant est un patient à vie, et vous l'évoquez dans votre livre tous les deux. Donc ça, c'est quelque chose de très problématique, c'est qu'en fait, toute sa vie, il est médicamenté. Une seconde question, c'est la question du suicide. On ne parle jamais du suicide de certains jeunes, finalement, qui décident de changer de sexe. Et le troisième aspect, c'est on ne parle jamais également des détransitionneurs.
En fait, c'est ceux qui renoncent au changement de sexe après leur puberté. Et donc la statistique est assez éloquente. C'est que 85% en fait, des jeunes, après leur puberté, renoncent en fait, à transitionner. Et c'est le chiffre que je tire du livre d'Elakiev et de Masson. C'est quand même énorme. Quand vous voyez, en fait, on met peut-être seulement en avant les 15 autres pourcents qui ont été jusqu'au bout, mais en réalité, ils renoncent presque tous. Voilà, je voulais vous entendre parler de ces éléments-là. Moi, je veux bien commencer. Enfin, il y a un problème d'éthique médicale que moi, je crois qu'il faut poser comme tel, parce qu'effectivement, on intervient sur des corps sains. Bon. Donc, c'est un problème qui paraît... qui devrait être soutenu par une théorie, alors qu'il n'y a pas de théorie. C'est ça l'affaire. On intervient sur un vécu, sur un sentiment. Enfin, on intervient sur la prescription de la personne qui vient dire « je me sens mal ». Bon. Donc voilà, ça c'est un problème d'éthique médicale qui est le premier problème. Alors la question du suicide, elle se pose à plusieurs niveaux. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a dans tout ce qui se passe là d'immenses désarrois. Et ça, je le redis, nous le savons. Et nous savons travailler avec ces jeunes, enfin nous faisons au mieux. J'ai parlé par exemple de ce que nous faisions avec les anorexiques mentales, et nous savons que c'est très compliqué, que c'est beaucoup de travail, qu'on ne réussit pas toujours exactement comme on aimerait le faire. Tout ça, nous le savons. Bon, nous savons qu'il y en a qui se laissent mourir et qui finissent par y arriver. Enfin, tout cela, nous savons. Donc nous savons que nous sommes dans quelque chose qui a une très grande intensité, qui sont des sujets pédopsychiatriques qui sont majeurs. Et sur lesquels nous travaillons. La question du suicide donc est toujours voisine de ces questions-là. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est que la question du suicide de l'adolescent ? Le suicide de l'adolescent, on sait que c'est la première cause de mortalité, enfin avec les conduites à risque qui sont souvent parasuicidaires, pas presque suicidaires. Qu'est-ce que c'est que le suicide de l'adolescent ? C'est l'adolescent qui dit « je n'arrive pas à soutenir ce que je sens attendu de moi. Je ne me sens pas à la hauteur. Donc je veux qu'on efface tout et qu'on reprenne l'affaire à zéro. » Je schématise, mais c'est quelque chose comme ça. Bon. Donc on sait que tout cela sont des questions majeures. Nous les prenons extrêmement au sérieux. J'y insiste parce que parfois en face, enfin, chez les collègues que nous critiquons, là, ils nous disent mais vous vous occupez pas de ces jeunes. Bon, ça me poursuit. Hein, ça c'est. On en veut à ce que je dis. Là, il y a peut-être un complot là, peut-être. Hein, il y a peut-être, peut-être. Bon, voilà. Ah oui, bon. Alors voilà. Donc ça, nous savons que c'est. Nous savons que cette question est en jeu et nous savons que ce sont des questions de grand désarroi et de grand malaise, mais sur lesquelles, mais ça ne veut pas dire qu'il faille, je dirais, donner des réponses factices dont nous savons qu'elles sont factices, qu'elles sont des leurs. C'est-à-dire, effectivement, d'une part, d'une manière générale, chez l'adulte, même chez l'adulte, on sait très bien que ces changements de sexe sont ce qu'on pourrait appeler une médecine palliative, c'est-à-dire qu'on change l'apparence du sexe, mais on ne change jamais le sexe. Bon, alors, chez les adultes, tant mieux si après tout, ça les soulage. On ne va pas discuter là-dessus, mais chez les jeunes, on ne peut pas envisager cela parce qu'effectivement, forcément, cela aboutit à un certain moment, pour un certain nombre d'entre eux, au fait qu'ils se sont engouffrés dans quelque chose avec le côté magique qui miroite comme ça pour eux. Et qu'est-ce que vous voulez, quand on est adolescent, on sent une solution magique, et bien on se précipite. Et si la société cautionne cela, comme on vient de le voir à travers les circulaires, à travers les pouvoirs publics, à travers, en France, la circulaire de l'éducation nationale, comment voulez-vous que les jeunes résistent ? Ils sont incités à se précipiter. Donc, effectivement, alors, la question du suicide, elle est encore à un deuxième niveau, c'est qu'on sait très bien que même après les interventions chirurgicales, la question suicidaire demeure et pratiquement identique. Alors ça, c'est évidemment beaucoup moins évoqué parce que ça contrevient à la thèse militante qui est de la solution magique de l'intervention chirurgicale. Mais il y a quelque chose qu'il faut souligner et qui est la pression que l'on met sur les parents à propos du suicide du jeune. Je crois qu'on en a beaucoup parlé dans les pays anglo-saxons, donc je crois que ça a dû s'atténuer
parce qu'effectivement c'était scandaleux, mais le fait qu'on leur dise, si vous n'acceptez pas la transition médico-chirurgicale de votre enfant, vous prenez le risque que votre enfant se suicide. Alors comment voulez-vous que des parents, je dirais, puissent tenir bon face à cela? Bon, voilà. Donc il me semble qu'on a traité... enfin voilà, J'ajouterais simplement, je prendrais les choses par un petit autre biais, la question de la souffrance. J'ai beaucoup évoqué ça. Ces jeunes-là souffrent. Mais ce qu'on ne dit pas, ils souffrent pourquoi? Ou bien vous pensez qu'ils souffrent parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ou bien vous pensez qu'ils souffrent parce qu'ils n'ont pas été préparés à supporter qu'on n'a pas ce qu'on veut. C'est pas la même chose. C'est pas le même problème. Or, c'est vraiment en fonction de qui vous avez comme interlocuteur. Si vous avez quelqu'un qui est prosélyte de la cause, il va le lire uniquement du côté de... Il n'a pas ce qu'il veut. C'est ça aussi la fameuse réponse de la psychiatre dans le film Petite fille, c'est qu'elle laisse aucun espace. Tout de suite, ce qui est amené, il faut y répondre. Il faut y répondre sans aucun espace de parole, d'échange, de travail psychique intérieur, d'élaboration psychique, tout qui amène en général. Et j'ajouterais, parce que ça va encore un peu plus loin, la maman de ce petit garçon tend une perche très claire à la collègue et elle ne s'en saisit pas. Elle dit, je ne sais plus exactement les termes, enfin elle dit, mais je rêvais d'avoir une petite je voulais fille. avoir une... Elle tend une perche, mais bon, qui est aisée à saisir. Alors, il faut toujours saisir ces perches-là avec beaucoup de tact. Nous sommes d'accord que là, nous allons travailler dans une dentelle, en respectant la psychologie des parents, parce qu'on sait que c'est pas facile d'être parent. On sait aussi que c'est pas facile d'être enfant. Ça, nous, on sait. Mais je veux dire, bien sûr, mais il faut se saisir de cette perche. Et effectivement, elle ne le fait pas. Je ne sais pas si vous avez vu le film, sans doute que oui, il faut aller voir, parce que c'est quand même important, le film Girl. La majorité des gens en Belgique, vu en plus que c'est un réalisateur flamand qui maintenant est à Cannes d'ailleurs, pour éventuellement être promu pour son nouveau film. Donc il est en compétition pour la Palme d'Or. Girl. Alors j'ai fait l'expérience suivante. Donc Girl, c'est l'histoire d'une fille qui veut être garçon, enfin bon, tout le circuit, et finit par se castrer elle-même, pour arriver à ses fins. Et la fonction du père, c'est très intéressant, le film se présente comme un cas clinique, finalement, mais il n'y a pas de père. C'est-à-dire qu'il y a une mère, un père qui fait la mère. La mère n'y est même pas, et le père est quelqu'un d'extrêmement... tout le temps, il déménage pour aider son enfant, il va le conduire, enfin, il fait tout ce qu'il faut, quoi. Quand vous sortez du film, j'ai fait l'expérience, vous demandez aux messieurs qui sortent, qu'est-ce que vous pensez du père ? 9 fois sur 10, on m'a répondu « fantastique ». Ça, au moins, c'est un père comme ça. Alors que, pardonnez-moi, je crois que c'est un père qui n'a rien compris à la fonction paternelle. C'est un père qui est devenu une mère. Bon. Alors, ça ne dénigre pas les mères. C'est, pour reprendre ma formule ancienne, il faut quand même bien qu'il y ait quelque chose, que quelqu'un apporte la notion d'amour. Un autre film comme ça, ce sont des films, mais ils disent très bien, Lola vers la mer, c'est un film moins connu, aussi fait par un Belge, très intéressant, parce que là, c'est un père qui, au départ, est en colère contre le fils qui veut devenir une fille. Il est en colère, il ne peut pas accepter ça, lui, c'est comme ça. Et puis finalement, devant le trajet de son enfant, qui maintient, qui continue, il finit par l'accepter en lui disant « je te respecte dans ce que tu veux ». C'est autre chose comme position. Vous voyez, il y a vraiment une confrontation là, mais l'idée qui est très actuelle, qu'un père qui ferait tout ce qu'il faut pour accepter que son enfant choisisse son sexe, c'est un bon père. Eh bien, c'est un père qui n'entend rien à ce que c'est qu'une fonction paternelle. Malheureusement, aujourd'hui, c'est très à la mode, parce que c'est important d'être positif, d'être dans l'amour parfait, l'amour sans condition, et que tout le reste est dévalorisé. Ça délégitime les parents, ça légitime l'enfant à pouvoir dire de tout ça, moi, il n'a même plus besoin de contester. Il suffit qu'il dise, moi, je ne préférerais pas. Hein, c'est-à-dire que cette loi-là, ça ne me concerne pas. Bon, donc, et on a de vraies difficultés cliniques nouvelles auxquelles il faut faire face liées à ça, où c'est chaque fois, pas en répondant simplement et purement à la demande, qu'on arrive à régler quoi que ce soit, évidemment. Ça, nous le savons bien. Oui, moi j'ai une dernière question. Oui, c'est moi qui ai le mauvais micro maintenant, vite. J'ai une dernière question à vous poser, c'est qu'il me semble tout de même qu'il y a des prises de conscience à travers l'Europe. On a entendu récemment, donc il y a un hôpital prestigieux suédois près de Stockholm
qui interdit maintenant le traitement hormonal pour les moins de 18 ans. Je pense qu'il y a eu des réactions en Finlande aussi. Donc il y a une certaine prise de conscience. Donc qu'est-ce qui justifie? Est-ce que vous avez pu finalement prendre connaissance des raisons? Finalement, qu'est-ce qui a amené ces médecins à finalement considérer que ces pays avaient été trop permissifs? Et peut-être qu'on peut aussi parler un peu de ce qui se passe dans les hôpitaux français et les hôpitaux belges. Moi, si, sauf contrôle de votre, sous votre contrôle, il me semble que dans les hôpitaux belges, la situation est assez permissive également. C'est que dès 16 ans, vous pouvez suivre un traitement hormonal. Mais ce qui m'a un peu intrigué, c'est un euphémisme, c'est qu'il est possible en fait de prendre des inhibiteurs de puberté, donc des bloqueurs de puberté, dès que vous avez atteint, dès l'entrée de la puberté dans le stade 2 de Tanner. Chez les filles, ce stade se situe entre 8 et 13 ans et demi, et chez les garçons, entre 9 et 14 ans. Donc vous pouvez déjà commencer une transformation à un âge très, très précoce. Et pourtant, le petit livre de Elakiev consacre 5-6 pages seulement aux inhibiteurs de puberté et disent que souvent ils sont irréversibles. Donc il me semble quand même que... Voilà. Je vous laisse parler à propos de ce sujet-là. Les bloqueurs de puberté ne sont pas du tout... Enfin, ils sont prétendus anodins par ceux qui les prescrivent, c'est faux. Le fait même de retarder une puberté décale le processus physiologique de la puberté et n'est pas du tout sans incidence, avec des complications médicales à peu près obligatoires par la suite. Je le dis parce qu'il y a tout un discours qui a prétendu que cela permettait une attente. Bon, il y a eu des discours extrêmement sur ce sujet, et notamment, il y a eu des discours qui prétendaient qu'il fallait, je dirais, se prendre assez tôt sur les transformations corporelles parce que c'était plus facile, c'était plus simple, ça a été prétendu. Bon, donc on voit là comment il y a une espèce de discours un peu pragmatique, bon, mais qui est dans la conviction que la transition est quelque chose qui est la bonne réponse, alors que cette transition est une utopie. C'est-à-dire, à proprement parler, quelque chose qui, je dirais, ferait traverser, ferait passer d'un autre côté, dans un monde qui est en fait un monde qui existe totalement dans la vie imaginaire, oui, mais ne se traduit pas dans la vie réelle. Il n'y a d'ailleurs de vie imaginaire que depuis, je dirais, notre limitation dans la vie réelle. C'est ce qui fait tout le développement du conditionnel qui est la vie imaginaire. J'aurais pu être, je serais, etc. Voilà. Bon. Alors, ce qui s'est passé en Suède, c'est quand même que je crois qu'il y a eu un film qui a beaucoup marqué, qui s'appelle Transtrain, et qui a beaucoup qui a beaucoup mis en valeur les détransitions. Et effectivement, je crois que les Suédois se sont aperçus que cette affaire de la transition médico-chirurgicale miroitait comme une espèce d'Éden dans lequel, je dirais, c'était un peu Disney quand même. Bon, effectivement, on allait se trouver dans un monde merveilleux et que c'était un mensonge absolument éhonté à l'égard des jeunes. Bon, donc il me semble que c'est quelque chose qui... Voilà. Vous savez, en Belgique, vous avez peut-être vu ça, à mon avis, ça doit dater de 8 mois, il y a un maximum 1 an. Un dimanche midi, il y a eu une interview large du directeur de la clinique pour la transsexualité à Gand. Cet institut a été créé par notre ministre transgenre, qui semble être bien heureuse d'être devenue une gynéco alors qu'elle était un gynéco, tant mieux pour elle d'ailleurs, et elle a l'air, paraît-il, très compétente et qu'elle fait bien son boulot. Je n'en conviens pas du tout, loin de là. Mais il y a quand même une dimension de prosélytisme qui a fait que du coup, elle a suscité la création de cette clinique. Et l'appel ce dimanche midi, moi ça m'a assez sidéré, c'était de dire, d'appel des Flamands au Wallon, demander, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien, vous aussi, faire une clinique analogue parce que nous sommes dépassés par le nombre de demandes. En gros, je crois que je ne trahis pas ce qui a été dit là. Bon. Il n'a pas fallu attendre 8 mois pour qu'à Liège, maintenant, vienne de se mettre en place un centre qui est brillamment présenté, pas seulement comme un endroit où on peut aller dans la Belgique francophone, s'adresser
si on a un problème lié à un enfant transgenre. Mais c'est présenté avec une palette médicale. Il y a des endocrinologues, des neuro-machins, tout y est. Donc c'est-à-dire que c'est une offre médicale fantastique qui, évidemment, va susciter de la demande. Ça, c'est clair. Je ne dis pas que le psychiatre en place, que je connais un peu et que j'avais rencontré avant qu'on ne se crée ce centre et qui me disait « moi, je suis là pour tempérer les choses, etc. » Mais dans la façon dont il se présente aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Donc, on voit bien que les gens sont très fragiles, même dans leur position à tenir sur ce genre de choses. Tellement ils sont sous la pression, tellement ils sont sous la... parce qu'effectivement, nous allons avoir des pressions. Donc voilà comment ça se situe en Belgique. Alors moi je pense que si vous avez affaire à cette difficulté en Belgique, essayez de savoir à qui vous adresser. Essayez de le savoir avant de vous adresser. Parce que si vous tombez sur une thérapeute qui trouve que c'est très bien le transgenre, ça peut arriver, ça arrive, mais vous n'aurez pas la même réponse que si vous tombez sur quelqu'un qui est distant par rapport à cette position. C'est tout. C'est ce qui fait, pardonnez-moi, de la pauvreté de ce coup de main, mais c'est comme ça. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui en Belgique. Il me semble que le pouvoir est plus dans les mains des médecins alors et des psychiatres et des professionnels de la santé que dans les mains des politiques, parce qu'en Belgique, donc, la loi dit que vous ne pouvez pas faire une modification de sexe au registre de l'état civil à la commune avant vos 18 ans. Non. 16 ans. 12 ans. Mais non. Ah si. Modification à l'état civil. Modification, ça peut être 12 ans pour se faire changer de prénom. De prénom, mais pas le sexe. Oui. Peut-être pas le sexe à l'état civil, vous avez raison. J'ai l'article, je suis sûr. Non. Mais 12 ans pour le prénom. Oui, mais ce qui est quand même énorme. Ce qui est énorme, 12 ans. Donc c'est 18 ans, sauf si vous êtes un enfant, donc un adolescent émancipé. Donc si vous avez 15 ans, vous avez une décision d'un tribunal ou si vous êtes marié. Donc si vous avez 16 ans et vous êtes marié, vous pouvez le faire. Mais bon, c'est quand même, les conditions sont quand même un peu restreintes. Mais donc ma question, c'était que finalement, c'est plutôt les professionnels de la santé qu'il faut convaincre. C'est eux qui peuvent un peu changer la donne. Mais c'est plus complexe que ça pour moi, parce que c'est de nouveau tout un problème sociétal dans lequel le médecin se trouve évidemment faire offre. Il peut glisser de ce côté-là. C'est pas d'office le cas, ça dépend au cas par cas. Mais il n'y a pas de politique générale encore là-dessus. Au contraire, pour le moment, on est en train de basculer vers une tolérance plutôt en Belgique, puisqu'on préconise dans les 133 que je n'ai pas encore lues, je voudrais bien savoir où elles sont, les 133 mesures qui ont été prises pour être LGBTQ plus friendly. Ouais. Bon. Donc on est plutôt en train au niveau politique, on est en train de... Vous avez un dernier commentaire ? Oui, je crois que l'on peut souligner dans les termes, cette affaire de transgenre, cette dimension très proche du courant transhumaniste finalement, c'est-à-dire ce courant de l'amélioration de l'humain, qui est une idéologie évidemment assez fascinante et qui évidemment, je dirais, fascine plus aisément que le travail psychologique sur soi-même pour comprendre pourquoi on ne s'est pas senti très bien et pourquoi... Ça, c'est... Bon, donc là, il y a quelque chose qui est une sorte de facilité offerte comme ça pour faire l'économie aussi, parce qu'explorer ces désarrois, on a beau faire au mieux qu'on peut, nous, les psys, mais il faut bien reconnaître, c'est pas simple. Bon, on essaie de trouver les manières, les méthodes, etc., oui, mais c'est un travail un petit peu, bon, voilà, auquel il faut s'atteler. Ça ne se fait pas facilement. Tandis que, pour prendre des hormones, effectivement, la prescription est facile et ensuite on peut s'engouffrer à ce moment-là dans ce leurre magique. Bon, et effectivement, à ce moment-là, comme vous disiez tout à l'heure, on oublie bien sûr sur le moment que ça fait des patients à vie. Ce qui aussi, alors là, il y a un autre aspect sociétal et qui est qu'il y a des gens que ça intéresse de faire des patients à vie. Ça, bien sûr, c'est un aspect qui existe, oui. C'est simplement la question, je suis tout à fait d'accord que la question du transgenre, c'est le fer de lance du transhumanisme. C'est vrai que c'est de ce côté-là. C'est une dimension, c'est un aspect du transhumanisme de force qui est le plus prégnant aujourd'hui. Alors, le transhumanisme, tout le monde sait ce que c'est, on peut y penser, y réfléchir, mais on y est dedans. Voilà. La démocratisation du transhumanisme. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai, pour tout le monde, le transhumanisme pour tout le monde. Ouais. C'est cette désincarnation, finalement. On se déshumanise pour devenir...
C'est la continuité, c'est normal, tout ça est lié. Vous savez, vous connaissez tous cette pièce, si vous ne l'avez plus en tête, je vous y renvoie parce qu'elle est très actuelle. C'est la rhinocérite d'Ionesco. Tout le monde est en train de devenir rhinocéros, c'est-à-dire se déshumanise. Et puis il y en a un, Béranger, qui est Ionesco lui-même, qui dit, c'est le dernier mot, je ne capitule pas. Voilà, nous allons terminer sur cette belle phrase.